tous les matins. Bonjour Petra, bonjour Cachou. Bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Bon. Bien, aujourd'hui, nous allons vous emmener très loin. Nous allons vous entraîner sur le toit du monde, c'est-à-dire le Tibet, cette région très mystérieuse. Et cette région qui a produit des chiens qui ont une légende, des chiens qui sont devenus chez nous des chiens de compagnie, mais qui là-bas étaient peut-être beaucoup plus. C'est ce que va nous expliquer tout de suite Jacques Perrotte. Bonjour Jacques. Bonjour Pierre, bonjour Petra, bonjour à vous tous. Oui, je suis en compagnie du Lhasa Apso et du Shih Tzu. On va commencer par le Lhasa Apso. Il faut savoir que tous les deux sont les chiens parmi les chiens les plus anciens du monde, puisqu'on les compte 800 ans avant Jésus-Christ quand même. Alors le Lhasa Apso, ça va faire hurler le président du club qui est à côté de moi, mais on disait à l'époque que c'était un animal sacré, élevé dans les lamaseries du Tibet, considéré comme une réincarnation possible des lamas n'ayant pu accéder au paradis oriental. Pourquoi Lhasa Apso? Lhasa, puisque c'est la capitale du Tibet, à 3600 mètres d'altitude pour la précision. Et puis Apso, alors il y a plusieurs hypothèses, je vais vous donner celle du club. Tout simplement, Apso, ce serait une diminution de Rapso, qui veut dire en fait poil de chèvre du Tibet, puisque le poil de ce chien ressemble un petit peu à celui de la chèvre du Tibet. En tous les cas, il arrive en Chine au XVIIe siècle. C'était un porte-bonheur à l'époque pour les Chinois. Et puis ensuite, il arrive en Europe au début du siècle grâce à des cadeaux, notamment du Dalai Lama, bien sûr, des cadeaux qui viennent du Tibet. Et puis, il faut le savoir, le standard officiel, lui, est créé en 1934. Le premier Lhasa Apso qui arrive en France s'appelle le Xérès, il arrive en 1949 et le club, lui, est fondé en 1960. Et puis, j'ai Baraka sur mes genoux, c'est un Shih Tzu et ça veut dire chien lion en chinois. C'est un animal également la sacré, mais là je vais me faire très gronder, vous allez expliquer pourquoi Pierre tout à l'heure. Et puis il a été introduit en Europe, il faut savoir, en 1930 grâce à Sir Douglas Browning. Tiens, tu peux lire mes notes en même temps que moi, ça m'arrangerait. Et puis en 1935, la comtesse d'Anjou qui habite en Chine fait beaucoup pour l'arrivée en Europe de ce chien. 1938, là c'est le comte d'Essex qui fait beaucoup pour le faire venir en Grande-Bretagne. 1946, reconnaissance par le Kennel Club anglais. Et 1969, reconnaissance par le Kennel Club américain. Voilà, c'est très complet. Il y a beaucoup de choses à dire sur ces chiens du Tibet qui sont des chiens adorables. N'est-ce pas, petite Baraka? Bonjour, voilà, bébé. bon. Bonjour. On a fait des livres entiers là-dessus, bien sûr. Bonjour. Et je crois que là, Jacques, vous êtes bien débrouillé. Alors, vous venez nous rejoindre pendant que Petra commence son journal du jour. J'ai très peur. Rejoindre Monsieur Ménéplier-Lagrange, qui est le président du club. Et puis, bien sûr, toutes les personnes que nous verrons au cours de cette semaine et qui nous ont amené tous ces petits chiens. Alors, vous n'étiez pas d'accord sur cette théorie la notion de sacré. ésotérique? C'est à la fois plus et à la fois moins. Oui. C'est-à-dire que chez les Tibétains, tout est un peu sacré parce qu'on ne fait pas une différence. Les Tibétains classifient depuis l'aigle qui vole en dessous de la montagne jusqu'au poisson qui est en dessous des eaux. Oui. Et entre se trouvent aussi bien les chiens que les êtres humains, etc. Et ils pensent que le monde entier a une âme globale dont chacun a une fraction. C'est les bouddhistes. Hein. Voilà. C'est Voilà. la théorie Donc tout le monde a une fraction plus ou moins de l'âme globale, qu'on soit l'aigle ou qu'on soit le poisson. Et cette théorie de la réincarnation, évidemment, passait Eh un petit peu par... c'est un peu par- cohérent, la théorie Ouais. de la réincarnation, puisque un morceau de globalité d'une chose peut bien retourner dans sa globalité. Exactement. Ouais. Voilà. Alors, moi, j'ai lu un truc l'autre soir en préparant cette émission. J'ai lu qu'on donnait à manger au Lhasa quelquefois de la chair humaine, de ces moines, de manière... C'était pas du tout quelque chose d'insultant, c'était pour être sûr que il y aurait une réincarnation dans ce chien en partie avec Oui, ça, c'est cette surtout- nourriture un peu insolite. C'est surtout qu'à un certain moment, ils étaient surtout fossoyeurs. Ouais. Que même dans certains pays, il y a d'autres bêtes comme les chacals qui servent un peu à faire la propreté. Eh bien, les chiens du Tibet et aussi, comme il n'y avait pas de service de nettoyage, n'est-ce pas? Et puis alors les morts, on les montait sur les montagnes dignement, on fractionnait les os et aussi bien les oiseaux que les chiens pouvaient en prendre une partie.
Très bien. Alors il y avait une chose également que je voulais dire à nos amis, c'est qu'il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'on a réuni cette semaine, enfin sur le générique vocable de chien du Tibet, nous avons réuni uniquement le Lhasa et le Shih Tzu, absolument pas. Nous avons aussi d'autres races, bien sûr. Nous aurons le terrier du Tibet et nous aurons l'épagneul tibétain. Il y a une seule que nous n'aurons pas, c'est le dog du Tibet, parce que nous l'avons gardé pour une autre fois. Et il y a encore une autre race qui est très intéressante, qui s'appelle, traduit en français, le chien viande, qui est le chien de chasse, et qu'on appelle chien viande, tout simplement parce qu'il rapportait la viande. Et en tibétain, ça s'appelait chakié. Chakié. Bon. Parce que le mot général pour chien est kié. Alors nous reverrons ces kiés donc tout à l'heure dans la séquence de morphologie.